Salut à toutes et à tous les camarades. On va se lancer dans cette formation dans ce topo du week-end de formation du NPA Jeunes Révolutionnaires. Le titre du topo, c'est de la colonisation aux révoltes contre les violences policières, comment mettre fin au racisme, pilier fondateur du capitalisme. Alors, pour faire une petite intro, en 2023, notre nouveau ministre de l'Intérieur, Rotaillot, chantait les belles heures de la colonisation française. Bon, un an plus tard, le racisme par le haut, il manque pas à l'appel. Il y a Trump qui parle de remigration, qui dit que les migrants haïtiens vont venir manger ton chien. Il y a la gauche allemande qui veut faire toujours plus de flicage aux frontières. Et puis, il y a cette nouvelle loi immigration que Barnier promet de coécrire avec le RN. Par contre, si le racisme il vient d'en haut, en fait, il diffuse dans toute la société. Ça, on le voit dans les railleries racistes et puis dans tous les préjugés chauvins que beaucoup de travailleurs ont. On le voit aussi, ne serait-ce que cet été, en fait, avec ces émeutiers anglais qui vont attaquer des centres d'hébergement de demandeurs d'asile, alors même que parmi les émeutiers, en fait, ils sont nombreux à venir des rangs de la classe ouvrière. Bref, ces préjugés et ces attitudes racistes, comment est-ce qu'on les comprend ? Déjà, on peut poser qu'ils ne viennent pas d'une sorte de nature humaine, pas plus que c'est une sorte de réflexe psychologique abstrait de type peur de l'étranger. D'ailleurs, c'est pas non plus uniquement un problème de comportement individuel. En fait, c'est des rapports sociaux qui sont forgés par une histoire. Et même plus spécifiquement, ils sont forgés par l'histoire de ce qui met en mouvement les sociétés humaines, c'est-à-dire la lutte des classes. Parce que les classes dominantes, elles se sont servies du déni d'humanité, de tous ces discours de pseudo-supériorité naturelle ou culturelle, c'est selon, pour justifier leur domination et le pillage entier de régions. C'était la xénophobie des propriétaires et des généraux grecs contre les barbares. C'était les aristocrates espagnols qui se disaient sang bleu pour se différencier des étrangers, de la plèbe et puis des juifs. Ça allait encore, ce système de caste indienne. Bon, ça veut dire que la xénophobie, elle existait bien avant l'apparition du capitalisme. Par contre, le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, lui, il est irrémédiablement lié au capitalisme. Pourquoi ? En raison du chemin emprunté par la bourgeoisie pour en arriver à dominer la société et pour y rester dans cette position. À première vue, ça, c'est pas tout à fait évident, en fait, que le capitalisme et le racisme y soient aussi liés. Parce que, quand tu regardes sur le papier, le patron, il semble pas trop avoir besoin de stigmatiser les hommes en raison de leur couleur de peau, de leur ethnie ou de leur origine pour pouvoir exploiter le travailleur lambda de son usine. D'un certain point de vue, même, on pourrait dire que le capitalisme, il a plutôt tendance à unifier l'humanité. Mais c'est là où, en fait, ça coince, c'est que s'il le fait, c'est qu'il l'unifie sous le talon de fer de l'exploitation salariée. Et en fait, c'est ça qu'on a un peu envie de discuter dans ce topo. C'est que, pourquoi est-ce que ce talon de fer de l'exploitation salariée, il charrie le racisme avec lui ? Pourquoi est-ce qu'il en a besoin ? Pourquoi est-ce qu'il est lié à ce racisme dès ses origines ? À quel besoin le racisme répond du point de vue des classes dominantes ? Bon, on veut essayer de comprendre tout ça pour derrière pouvoir discuter de comment est-ce qu'on le combat. Ouais, et pour comprendre ça, c'est un peu essentiel de comprendre que le racisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est apparu en fait dans la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Et le point de bascule entre ces deux modes de production, c'est la traite négrière. En effet, on a tout d'abord en Europe occidentale, du 9e au 13e siècle, un mode de production spécifique qu'est le féodalisme, qui permet une première accumulation de capital via le servage. On voit alors un début d'économie marchande et bancaire, mais limité à l'Europe. Puis entre le 15e et le 16e siècle, les monarchies choisissent de financer une bourgeoisie constituée alors de petits marchands dans son projet des pseudo-grandes découvertes. Vous savez, le fameux Christophe Colomb qui découvre, avec d'énormes guillemets, des terres sur lesquelles vivent en réalité déjà des peuples depuis des siècles et des siècles. C'est à ce moment-là qu'est mise en place la traite négrière, ce que la bourgeoisie appelait alors de manière extrêmement lisse le commerce triangulaire. Le raisonnement, il était horrible, mais simple. Les conquistadors, ils avaient décimé les populations locales et ils avaient besoin d'une main-d'œuvre extrêmement peu coûteuse pour exploiter les ressources de ce pseudo-nouveau monde. Pour donner une idée des massacres des populations locales, Eric Williams, qui est un des pionniers de l'histoire de l'esclavage, il écrit dans un de ses bouquins « On peut se faire une idée de la démographie générale en observant l'évolution démographique connue par Hispaniola, qui est la fameuse île sur laquelle Christophe Colomb est arrivé en premier. Selon les premières estimations, la population de l'île en 1492, elle se situe entre 200 000 et 300 000 habitants. En 1508, on compte plus que 60 000 habitants. Et enfin, 14 000 en 1514.
En 1548, on doute qu'on puisse encore trouver 500 véritables Indiens. Ça, c'est ce qu'il écrit. Ce constat démographique, c'est de ça en fait dont naît l'origine de l'esclavage des populations noires. Et ça, ce même Williams, il l'explique clairement, il écrit « Nous trouvons donc ici l'origine de l'esclavage des Noirs, la cause en était économique et non raciale. Cela avait moins à voir avec la couleur de la peau du travailleur qu'avec le bas prix de la main-d'œuvre. Comparé au travail des Indiens ou des Blancs, l'esclavage des Noirs était bien plus profitable. » C'est en fait au nom d'un besoin matériel de main-d'œuvre exploitable jusqu'au sang qui a été commis l'un des pires crimes de l'humanité, la mise en esclavage de millions et millions d'êtres humains. On estime que ces 4 millions d'esclaves qui ont été déportés en Amérique dans des conditions qui n'ont aucun mot assez fort pour les décrire, où les gens ils étaient entassés les uns sur les autres, au point où il y a eu des milliers de morts par asphyxie dans les cales des bateaux, où il y a eu des suicides collectifs d'esclaves qui préféraient se jeter à la mer en plein océan plutôt que d'arriver en Amérique en esclave. Et c'est ça, cette première accumulation de richesses à cette échelle, en fait, c'est l'organisation d'un commerce à une échelle aussi grande, sur 3 continents, avec la transformation d'hommes en marchandises, franchement, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, avec des transferts de marchandises, de capitaux qui circulent entre ces continents, qui va créer les conditions nécessaires au développement du capitalisme. C'est la mise en esclavage pour la première fois sur des bases raciales qui a permis le développement du capitalisme. Pourquoi je dis pour la première fois ? Parce qu'en réalité, l'esclavage, il existait bien avant la traite négrière. Elle était pratiquée dans les empires musulmans, dans l'empire romain, dans l'empire grec, etc. Mais la mise en esclavage d'un peuple, il venait alors de sa défaite, dans des guerres, de l'asservissement par les conquêtes militaires, et pas de sa couleur de peau. Comme ça a été le cas avec les Slaves, c'est même du mot slave que vient le terme esclave. Et en fait, avec la traite négrière, on a vu apparaître pour la première fois une mise en esclavage expliquée, justifiée, rationalisée par la couleur de peau. Et ça, c'est parce que la bourgeoisie, elle a eu besoin de justifier la mise en place de la traite négrière. Eric Williams, le sang dont je vous parlais, il écrivait aussi « Les caractéristiques de l'homme, ses cheveux, sa couleur ou sa dentition, ces caractéristiques de sous-homme largement invoquées, ne furent qu'une rationalisation ultérieure pour justifier un simple fait économique. Les colonies avaient besoin de main-d'œuvre et dépendaient du travail des Noirs. » C'est donc grâce au racisme, grâce à la théorisation de l'identité d'une partie de l'humanité à cause de sa couleur de peau, que la bourgeoisie elle a pu mettre en place la plus grande accumulation de capital de cette période. Pour le dire simplement, c'est la mise en place de la traite négrière, justifiée par le racisme, qui crée les conditions de développement du capitalisme. Il est donc évident que le racisme, en tant qu'oppression structurelle, elle est liée inéluctablement au capitalisme. Et un dernier élément qui permet d'expliquer de manière encore plus frappante que la lutte contre le racisme et contre le capitalisme doivent se mener de front, c'est que cet esclavage qui a entraîné les premières formes, c'est que c'est cet esclavage-là qui a permis les premières formes massives de concentration de travailleurs, entre guillemets, et ça dans les usines, dans les ateliers, dans les plantations. L'esclavage, en réalité, il a créé d'un coup, d'une même ébauche, la classe ouvrière et l'outil de sa division, qu'est le racisme. Et la bourgeoisie s'est donné beaucoup de mal pour diffuser cette idéologie raciste. Elle a mis en avant un racisme biologique. Les Noirs, ce ne seraient pas des êtres humains comme eux. On a une mise en avant de thèses basées sur la biologie, sur la physiologie, en comparant les tailles des crânes, des dentitions, des muscles, etc. pour justifier le racisme. La bourgeoisie, elle est même allée jusqu'à l'idée que les Noirs, ils n'auraient pas d'âme et que ce ne seraient pas des êtres humains. Ces idées, elles ont été largement reprises, étayées longuement par des scientifiques, par des intellectuels, par l'Église. Et c'est par ce matraquage que les idées racistes, elles ont infusé chez la masse de la population et dans la classe ouvrière. C'est cette idéologie produite pour défendre ses intérêts colonisateurs que la bourgeoisie a répand durant des siècles et des siècles. Et si la bourgeoisie elle est obligée de concéder l'abolition de l'esclavage, c'est pas parce qu'elle aurait perçu en elle un brin d'humanité qu'elle aurait vu la lumière, Et parce qu'en fait, il y a eu des révoltes d'esclaves, comme celle de Saint-Domingue, en 1791, qui ont arraché à la bourgeoisie le droit d'être libre. C'est la multiplication de ces révoltes d'esclaves qui se sont faites dans le sang, qui ont permis l'abolition de l'esclavage. Évidemment, ça s'est fait avec l'indemnisation des propriétaires d'esclaves et la soumission des anciens esclaves à divers codes ségrégationnistes pour les empêcher de concurrencer leurs anciens maîtres. Mais malgré l'abolition de l'esclavage, la bourgeoisie elle a toujours intérêt à entretenir les idées racistes pour justifier la colonisation qu'elle mène en Afrique et en Outre-mer, et ce d'autant plus qu'elle se lance alors dans une vague coloniale dans la seconde moitié du 19e siècle. En effet, cette époque de développement de l'impérialisme il se caractérise par un surplus de capitaux entre les mains des monopoles des pays impérialistes.
Ils se mettent donc à la recherche de nouveaux territoires d'investissement, comme vont être les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et ce développement de la production impérialiste, il ne s'est pas cantonné à l'établissement d'un contrôle financier et industriel, mais bel et bien par l'établissement du contrôle de la bourgeoisie impérialiste sur des pays entiers. Mandel, un des dirigeants de la 4e internationale, il écrit dans Introduction au marxisme « L'ère impérialiste est avant tout placée sous le signe de la conquête coloniale ». Et c'est au nom d'une pseudo-mission civilisatrice que le gouvernement français il explique l'asservissement des peuples entiers. Jules Ferry, il prononce dans cette logique un discours qui servira de propagande raciste, justifiant la colonisation. Il dit, je cite, « Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » On le voit dans ce discours qui est dégueulasse. Les arguments biologiques du racisme, même s'ils sont toujours évoqués à ce moment-là, ils sont renforcés par d'autres arguments. Les arguments culturels. Il faudrait aller coloniser parce qu'il explique parce qu'il existe des peuples barbares, non civilisés, sauvages. Il faudrait aller sauver leurs femmes de leur sauvagerie et apporter la lumière de l'Occident, quoi. En gros, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire à ce moment-là, quoi. Et donc ça veut quand même dire que, en fait, les négriers, les conquistadors, les industriels du coton et compagnie, ils ont comme ça lié le développement du capitalisme à la colonisation et à la transformation de l'homme en bien meuble, comme ils disaient à l'époque, à vendre à la criée sur les marchés. Et d'une certaine manière, chaque sursaut de cette histoire du développement capitaliste, il est accompagné d'un matraquage idéologique de la bourgeoisie, et le racisme actuel, c'est quand même un peu l'héritier de tout ça. Seulement, le racisme dont on parle aujourd'hui, c'est pas juste un héritage en voie d'extinction de cette histoire coloniale. Parce que, en fait, il continue de répondre à des besoins politiques d'une minorité de parasites qui est arrimée au pouvoir. Alors, c'est quoi ces besoins politiques ? C'est peut-être pas l'expérience la plus agréable de SWEF, mais par contre, essayez de vous mettre un peu dans la tête de ceux qui doivent assurer les intérêts de la classe dominante. Le premier truc, c'est que déjà, à vos yeux, et puis aux yeux, en fait, de l'ensemble de la société, vous devez justifier idéologiquement l'ordre en place. C'est-à-dire que vous devez justifier quand même des inégalités à tous les niveaux. Alors ça, c'est d'abord à l'échelle du globe. Ça veut dire qu'avec la colonisation, avec la mondialisation de ce marché économique, avec la division sociale du travail qui est de toujours plus poussée à l'international, il faut bien que vous arriviez à garder chacun à sa place. Quitte derrière à inventer des théories comme le fait, et ça c'est réellement des théories qui étaient inventées, que la race asiatique, elle serait particulièrement adaptée au travail à l'usine, que la race noire, elle serait particulièrement adaptée au travail dans les plantations, et que la race blanche aurait la dure tâche d'être maître, ce qui est quand même, faut bien l'avouer, pratique quand c'est toi le maître. En fait, d'ailleurs, de ton point de vue de propriétaire d'une chaîne de production allant de la plantation de coton à l'industrie, à l'usine textile, la colorimétrie, en fait, c'est-à-dire la pigmentation de la peau de tes employés, c'est pas trop quelque chose de fixe. En Indochine, par exemple, il y a quand même une différence qui se fait entre le Cambodgien catégorisé noir et le Vietnamien catégorisé asiatique. Alors tu prétends faire cette différence sur la base de la pigmentation de la peau, alors qu'en réalité, elle se fait en termes de place dans l'appareil productif. Le premier, donc le Cambodgien catégorisé noir, il est exploité dans les plantations. Le second, donc le Vietnamien catégorisé asiatique, il est exploité à l'usine. Et derrière, tu viens justifier ces places-là par une théorisation raciale. Alors, quand on dit comme ça qu'il y a cette logique de justification de l'ordre en place qui s'applique à l'échelle du globe, c'est pas que à l'échelle du globe justement, parce que c'est toute l'organisation capitaliste du travail qui est concernée, y compris en fait du coup, là on est en train de discuter à l'échelle des boîtes quoi. Ça, pour l'expliquer un peu, va falloir comprendre que l'organisation capitaliste du travail, elle peut pas se passer de travailleurs immigrés. Alors c'était d'abord l'immigration intérieure, puis c'est devenu, et ça l'est toujours, l'immigration à l'international. L'exemple le plus probant peut-être de ça, c'est quand même l'extrême droite italienne, qui est élue donc avec Meloni sur un programme ultra démago et raciste de fermeture de frontières, et qui pourtant doit bien assurer les besoins du patronat italien, qui lui demande plus de main-d'œuvre immigrée à exploiter, et elle est bien obligée de relever les quotas d'immigration à 450 000, donc ça c'est des quotas d'immigration italiens. Mais en fait, que ça soit en Italie ou ailleurs, la logique derrière, c'est que il s'agit de faire venir des travailleurs d'origine étrangère pour pouvoir les exploiter. Par contre, pas dans n'importe quelles conditions. Parce que vous comprenez, en fait, du point de vue du patronat, il ne faut pas trop renforcer la classe ouvrière sur le plan numérique, organisationnel et politique à la fois. Donc, il faut maintenir cette fraction de travailleurs immigrés dans la misère pour faire pression derrière sur l'ensemble de la classe ouvrière. C'est pour ça que les travailleurs immigrés, ils sont privés de droits politiques et syndicaux. C'est pour ça qu'ils sont soumis à tous les arbitraires, que ce soit patronaux comme policiers. C'est pour ça aussi qu'ils subissent le triple logement à l'emploi,
au papier, au logement aussi. En fait, pour le patronat, ils servent quand même de variable d'ajustement. Ça veut dire qu'ils sont corvéables à merci, avec les pires conditions de travail, les pires conditions de salaire. Ensuite, ils sont aussi facilement utilisables pour briser des grèves, vu qu'ils n'ont juste pas le choix. Ils sont aussi utilisables pour faire du chantage à l'ensemble des salariés, pour dire bah ouais, en fait, si tu n'acceptes pas telle condition de salaire, et bah quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un travailleur immigré, va prendre ta place et accepter cette condition de salaire. Et puis, ils sont aussi très faciles à licencier selon les besoins ponctuels ou non de telle branche d'industrie ou de tel secteur. Tout ça sous prétexte de défendre la main-d'œuvre nationale. Et pour faire ça, les patrons, ils peuvent quand même compter sur tout l'arsenal de lois répressives anti-immigrés qui leur servent de point d'appui pour pouvoir pourrir la vie de toute une fraction des travailleurs. Au niveau de ces lois-là, bon, la dernière en date, c'est celle de Darmanin. Par contre, la prochaine à venir, c'est aussi celle de Retailleau. Sauf que quand la bourgeoisie, elle fait ça, il faut bien qu'en fait, elle donne une raison, qu'elle explique et qu'elle justifie toutes ces discriminations à l'embauche, toutes ces discriminations au salaire, au poste, à la promotion, etc. Elle doit donner raison aussi à la hiérarchie interne des boîtes. Cette hiérarchie qui est quand même teintée de racisme, on peut le voir en particulier dans la sidérurgie et dans le BTP, mais ailleurs aussi. Comment tu fais pour empêcher la solidarité au sein même d'un atelier, d'une boîte, d'une usine ? En fait, tu prends les exploités blancs, à l'époque, donc les contremaîtres, et tu les mets justement dans cette position de supérieur hiérarchique de leurs collègues de couleur qui, eux, restent maintenus à être des ouvriers spécialisés ou des intérimaires, etc. En fait, c'est bien le rôle du racisme de venir justifier cette mise en concurrence des travailleurs entre eux. D'ailleurs, c'est sur ce terrain de la mise en concurrence des travailleurs que le racisme y prospère. Et ça, on le voit sur un point en particulier. C'est quand même que les préjugés xénophobes, ils ont tendance, mais pas depuis quelques années, ils ont tendance depuis plutôt quelques siècles, de se cristalliser contre la dernière strate de travailleurs arrivés. Pas du tout parce que ça serait un réflexe de se tourner contre le dernier qui arrive, mais parce que c'est en grande partie diffusé et organisé par le haut. C'était d'abord contre le paysan exproprié breton ou auvergnat qui rejoint les faubourgs ouvriers et qui se fait traiter, on a les textes de ça, d'animal inassimilable. Ensuite, c'était les ouvriers italiens, polonais, hongrois que le patronat appelle pour faire tourner les usines de soie industrielle à Lyon, par exemple, mais aussi les ports, les mines, etc. Eux-mêmes, ils sont vite rejoints par les ouvriers coloniaux du XXe siècle, puis par les travailleurs des ex-colonies. Et quand on parle de travailleurs des ex-colonies, il faut imaginer quand même ce moment où le patronat français, il organise directement le recrutement de travailleurs dans des villages marocains pour aller remplir les houillères au nord, pendant qu'il envoie les Portugais à Citroën et les Algériens dans le BTP de la pétrochimie, autant de secteurs où les morts au travail, ils se comptent en plusieurs unités par jour, quoi. Et contre ces travailleurs venus des ex-colonies, algériens, marocains ou autres, le racisme, il va quand même prendre une teneur particulière du fait du poids de l'héritage colonial, du poids des habitudes coloniales, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Ce qu'on va essayer un peu de discuter là, c'est quand même que plus le racisme, il sert à justifier l'ordre en place, plus il sert à justifier la mise en concurrence des exploités entre eux, plus on en voit l'enjeu politique pour la classe dominante. Ça veut dire pas diviser pour mieux régner, mais pas juste dans la boîte, pas juste dans les logements, etc., mais même sur le point de vue des idées et de la conscience. Par exemple, en 1930, il y a la crise capitaliste qui frappe de plein fouet la classe ouvrière américaine. Le gouvernement américain, à ce moment-là, il organise la déportation des travailleurs mexicains, sans que ça change absolument rien, ça n'a absolument pas amélioré les conditions de vie et les salaires des travailleurs américains, si ça restait à prouver, ça. Mais ce que ça nous montre un peu quand même, c'est que à mesure que les tensions sociales, elles s'exacerbent, à mesure que la lutte des classes, elle peut travailler les sociétés, la bourgeoisie, elle a besoin de solidariser derrière elle-même les ouvriers, en fait, de les solidariser, de se les accrocher derrière les intérêts des patrons. Pour ça, va falloir quand même arriver à créer une communauté d'intérêts, en tout cas une pseudo-communauté d'intérêts, en remplaçant dans la tête des travailleurs la lutte des classes par une sorte de pacte, alors pseudo-pacte, national, racial, et ça, on en a une version quand même un peu édulcorée avec les arguments et les politiques protectionnistes. Ce qu'on essaye de voir là quand même, c'est que la bourgeoisie, dans ces situations, elle a d'autant plus besoin de boucs émissaires. D'ailleurs, elle a aussi d'autant plus besoin d'insister sur la politique de préférence nationale. Le tout, pourquoi ? En fait, ça permet de dresser, enfin en tout cas de tenter de dresser les exploités les uns contre les autres. Et ça,
pas juste dans la population qui a les bons papiers de son point de vue, mais aussi parmi la population immigrée, aussi parmi la population étrangère, chez qui, infusent aussi les préjugés réactionnaires et une partie des préjugés racistes. D'ailleurs, c'est pas non plus l'apanage des grandes puissances impérialistes de mener ces politiques. Quand on voit en Tunisie le dictateur Raïs Saïed, il tente quand même de détourner la colère sociale en menant la chasse aux migrants la plus dégueulasse sur l'axe du grand remplacement, en encourageant aussi toutes les agressions racistes, les expulsions, les licenciements abusifs, etc. Enfin, les licenciements tout court. Tout ça, pourquoi ? Pour trouver un dérivatif à la colère sociale contre le chômage, contre les pénuries, contre la hausse des prix. Alors, le petit problème qu'on a face à nous, c'est que ces politiques et ces arguments racistes, ça peut prendre chez les travailleurs, quoi. D'ailleurs, ça peut d'autant plus prendre chez les travailleurs que le mouvement ouvrier arrache pas ou très peu de victoires. Cette direction syndicale comme politique, pour l'instant, l'envoie dans le mur en fragmentant les luttes, en jouant du corporatisme ou en renvoyant toute mobilisation au plan institutionnel. Et en fait, ces défaites ou ces impasses du mouvement ouvrier, c'est quand même un peu le meilleur terrain de la démoralisation, quoi. Et sur ce terrain de la démoralisation, on voit toutes les idées individualistes et réactionnaires qui peuvent fleurir. Mais en fait, quand on parle de ça, faut pas s'imaginer un truc un peu abstrait. Faut s'imaginer aussi que c'est un boulevard derrière pour l'extrême droite. Parce que plus tu vas avoir cette démoralisation, ces idées individualistes, réactionnaires et tout, plus la tentation du pacte national ou racial, elle va se faire forte, y compris dans la classe ouvrière. Parce que quand les riches, les bourgeois, les puissants, ils te paraissent indéboulonnables parce que tu t'es déjà mis en mouvement avec tes collègues et tout et que vous avez rien gagné, ils te semblent un peu indéboulonnables, ça va donner un peu corps quand même aux illusions que refuser l'aide médicale d'État pour les étrangers, ça serait un petit moyen pour toi quand même d'avoir le meilleur accès à la santé. Ça, on pourra en rediscuter ensuite. Et cette logique de mise en concurrence des travailleurs pour en surexploiter toute une partie, en fait, elle s'applique pas qu'à la première génération d'immigrés, mais aussi à celles et ceux qui sont nés ici, ce qu'on appelle la deuxième, la troisième génération d'immigrés, ceux qui n'ont pas vécu d'immigration directe, qui sont pas soumis aux lois sur l'immigration, mais qui subissent de plein fouet un racisme d'État qui tend à se renforcer. On pense que c'est essentiel pour mener une politique contre le racisme que de comprendre et d'être en capacité d'expliquer non seulement l'histoire du racisme, mais aussi sa réalité aujourd'hui, notamment sur la question du racisme dans les entreprises. Et ça pour une raison très simple. Il n'y a pas meilleur terrain pour les révolutionnaires pour convaincre de la nécessité d'une réponse de classe face au racisme que de le faire dans les entreprises. Là où le lien entre l'oppression raciste et l'exploitation capitaliste elle est la plus frappante. Tout d'abord, quelques chiffres pour illustrer ça. Selon l'INSEE, le taux de chômage pour une personne originaire ou dont l'ascendance est originaire du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie, le taux de chômage il est de 10 à 20% plus important que le taux de chômage des personnes dites sans ascendance migratoire, c'est-à-dire pas descendants d'immigrés. Et le taux de chômage chez les moins de 30 ans, dans les quartiers dits prioritaires, c'est le terme de l'État pour désigner les quartiers populaires où vivent massivement des travailleurs noirs et arabes, il est de 30,4%, soit deux fois plus que dans les autres quartiers. Et ce racisme dans l'accès à l'emploi, il est équivalent que ce soit dans le privé ou dans le public. En 2020, c'est 7 entreprises françaises, dont Renault et Air France pour l'exemple, qui sont épinglées suite à un testing démontrant qu'un candidat, dont le nom ayant une consonance maghrébine, a 25% de chances en moins d'avoir un retour sur sa candidature. Et ce sont les travailleurs noirs et arabes qui sont le plus touchés par les formes de précarité au travail, que ce soit le travail intérimaire, les difficultés d'accès à des CDI ou les temps partiels contraints. En effet, le temps partiel contraint, il touche principalement des femmes, mais surtout des femmes immigrées du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Le taux de femmes ayant un temps partiel contraint, il est supérieur de 12% chez ces femmes-là, comparé aux femmes désignées sans ascendance migratoire, selon l'INSEE. Ces chiffres, ils viennent corroborer un phénomène qu'on constate au quotidien. Le racisme permet de maintenir dans une situation de surexploitation une partie de la classe ouvrière. Et ça en divisant les travailleurs sur la base de leur couleur de peau, de leur origine, de leur langue, de leur religion. Ce sont les mêmes qui vivent toutes ces politiques dégueulasses et racistes, qui vivent aussi l'exploitation la plus forte. Et cette réalité, ce constat, il peut mener à une réalité explosive, à une forme d'avant-garde, qui en se battant contre son oppression spécifique, se bat contre tout un système d'exploitation, et qui serait capable d'entraîner autour d'elle une frange bien plus large d'elle-même, et d'être un point d'appui pour l'ensemble de la classe ouvrière. Et une de nos tâches dans cette perspective, c'est de comprendre les raisons aussi de la pénétration des idées racistes dans notre classe sociale et de les combattre pied à pied.
Trotsky, qui est un des dirigeants historiques de l'opposition au stalinisme, il écrivait à ce sujet « Il faut une lutte sans merci et sans compromis contre les préjugés colossaux des travailleurs blancs en ne leur faisant aucune concession. » Et si aujourd'hui ces idées, si elles se diffusent dans la classe ouvrière, c'est parce qu'il y a des organisations de gauche qui s'en sont fait le relais au cours de l'histoire. Mais avant d'arriver à cette période, c'est important de comprendre que ça s'est fait au fur et à mesure de l'intégration de ces partis, du Parti socialiste, du Parti communiste à l'époque, de la gestion de l'État et donc des colonies. Des années 1880 à 1914, il y a une condamnation unanime des politiques coloniales par les partis socialistes européens. Mais en réalité, dès 1907, on voit la naissance de divergences politiques profondes qui reflètent la division des rangs socialistes entre les réformistes d'un côté, les révolutionnaires de l'autre. C'est en 1907 que Bernstein, qui est le principal porte-parole de la tendance révisionniste du Parti socialiste allemand, où il argumente, je cite, « le devoir de pratiquer une politique coloniale positive. Les socialistes aussi doivent reconnaître la nécessité pour les peuples civilisés d'exercer une certaine tutelle sur les peuples non civilisés. Une grande partie de notre économie a pour base des produits coloniaux, produits dont les indigènes ne savaient que faire. » Voilà, on voit un peu ce que pensait la social-démocratie allemande à cette époque-là. À ce moment, cette politique, elle est encore minoritaire, mais en fait, elle va se faire retentissante dès 1914 et l'entrée en guerre mondiale des puissances impérialistes. La plus grande partie des dirigeants des partis socialistes européens, ils passent alors dans le camp de leur bourgeoisie respective. Lénine, il disait alors qu'ils avaient pris leur place dans cette guerre, je cite, des esclavagistes modernes pour le maintien et le renforcement de l'esclavage capitaliste. Et il explique cette trahison des partis socialistes par l'embourgeoisement d'une partie des ouvriers, à savoir ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, par suite de ses privilèges coloniaux. Il parle alors de passage dans le camp de la bourgeoisie, des chefs de la classe ouvrière et de ses couches supérieures achetées par les miettes de profit distribuées par la bourgeoisie. C'est cette trahison, cette séparation entamée entre réformistes et révolutionnaires, qui, sous l'impulsion du parti bolchevique, engendre une nouvelle internationale, l'internationale communiste. Une des conditions d'admission des partis dans l'internationale communiste, c'était l'opposition à la colonisation, notamment à la colonisation de leur propre impérialisme, et le soutien à tout mouvement d'émancipation. Et c'est cette position que le Parti communiste va défendre jusqu'en 1936, en militant pour le droit à l'indépendance, en organisant ses militants et en diffusant cette idée dans la classe ouvrière. En faisant cela, s'opposer en fait non seulement à la colonisation, mais aussi à la propagande raciste qui en était la justification. Mais la politique du Front populaire, dirigée par les socialistes et soutenue par les communistes, en fait, elle signe le début de trahisons répétées aux aspirations des peuples colonisés et à la lutte contre le racisme. Le Front populaire, plein de belles promesses sur le droit de vote pour les Algériens, sur l'abrogation du code de l'indigénat, qui était un code pénal raciste qui s'appliquait pour les colonisés, en fait, ils abandonnent bien vite toutes ces réformes franchement minimales pour se lancer dans une politique de répression. Ce tournant dans la politique du Parti communiste, il n'est pas sans lien avec la période de stalinisation que connaît l'URSS. C'est au moment de la signature du pacte, dans ce qu'on appelle le pacte Laval-Staline, Pierre Laval, c'était le premier ministre français de l'époque, que la bureaucratie stalinienne, elle s'allie aux puissances occidentales rivales de l'Allemagne. Le Parti communiste, il devient mais sur le champ le défenseur de la démocratie française. Il faut attendre jusqu'à la guerre d'Algérie pour voir le retour d'une politique d'opposition à la colonisation. Politique super timide et criminelle quand on sait que le Parti communiste a voté les pleins pouvoirs à Guy Mollet et qu'il n'a rejoint la mobilisation qu'une fois que l'UNEF avait mis dans la rue, par ses propres forces, 20 000 personnes. La première grande manifestation organisée contre la guerre d'Algérie par le PCF, c'était seulement fin 1961, 6 mois avant la fin du conflit. On pourrait encore continuer bien longtemps à détailler la trahison de la gauche réformiste et du Parti communiste stalinisé aux aspirations des peuples colonisés, mais on n'en aura malheureusement pas trop le temps ici. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que le relais du racisme dans les consciences de la classe ouvrière, il a été aussi permis par les politiques de ces mêmes partis. Partis qui ont fait la démonstration de leur incapacité à produire une politique réelle de lutte contre le racisme. Et c'est cette trahison, cette absence de politique qui laisse le champ libre à des courants qui aujourd'hui théorisent que la classe ouvrière elle serait raciste par essence, que les blancs, qu'importe qu'ils soient exploités ou exploiteurs, qui participent de la même manière au racisme en tant que système structurel, qui théorisent aussi que la lutte contre le racisme, c'est que la lutte des premiers concernés contre le reste de la société, et que ce serait possible de mettre fin au racisme sans mettre fin au capitalisme. Ces courants, ils se nomment à tour de rôle indigénistes ou postcolonial. Mais avant d'en venir à la critique qu'on adresse à ces courants,
et je laisserai Gaëlle revenir dessus juste après, c'est essentiel d'abord de se pencher sur ce que nous, les révolutionnaires, on propose et sur ce qu'on a proposé comme politique contre le racisme. Pour ça, on va revenir sur une expérience qui a été faite à un moment donné de l'histoire du Parti communiste américain, avant sa stalinisation, une expérience qui va être encouragée, poussée et commentée par Lénine et Trotsky. On pense qu'il y a un intérêt à s'y pencher dans ce topo, car c'est l'exemple historique le plus proche de ce qu'on a envie de faire. Avoir un mouvement ouvrier qui intervient contre le racisme avec une orientation lutte de classe et en suscitant une adhésion des masses. Pour comprendre cette expérience, c'est important de remonter en 1921, quand Lénine il interpelle pour la première fois le Parti communiste américain sur la question noire aux États-Unis. Parti qui, même s'il s'oppose à l'époque au racisme dans l'absolu, il n'a aucune politique spécifique sur la question. Lénine il leur écrit une lettre où il explique sa surprise de voir que dans les rapports envoyés à Moscou, je cite ce qu'il écrit, il ne fait aucune mention du travail parmi les Noirs. Il leur demande avec insistance de considérer ce travail comme un élément stratégique essentiel de l'activité communiste. Et ça dans le contexte où Lénine il souligne l'émergence de ce qu'il appelle alors une conscience raciale, qui soulève une double opportunité, d'abord un mouvement racial et social fort, et ensuite un puissant mouvement prolétarien. Et en fait, c'est ces idées-là qui sont débattues au sein de l'internationale communiste et qui aboutissent à l'adoption d'une résolution sur la question noire durant son 4e congrès en 1922. Elle dit notamment « Le 4e congrès reconnaît la nécessité de soutenir toute forme du mouvement noir ayant pour but de miner et d'affaiblir le capitalisme ou l'impérialisme ou d'arrêter sa pénétration. L'internationale communiste luttera pour assurer aux Noirs l'égalité de race, l'égalité politique et sociale. Elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour amener les syndicats à admettre les travailleurs noirs dans leurs rangs. Là où ces derniers ont le droit d'adhérer au trade union, elle fera une propagande spécifique pour les attirer. Si elle n'y réussit pas, elle organisera les Noirs dans des syndicats spéciaux et appliquera particulièrement la tactique du front unique pour forcer les syndicats à les admettre dans leur sein. Il y a un pas à ce moment-là qui est franchi au sein du Parti communiste américain, qui est désormais convaincu de la nécessité d'une politique offensive contre le racisme et pour organiser les travailleurs noirs contre leur oppression et sur l'ensemble des questions politiques. Un programme sur la lutte des Noirs est alors adopté et il commence par cette phrase. Les travailleurs noirs de ce pays sont exploités et opprimés plus durement que les autres. Il continue en disant que le parti milite pour la fin de la politique de discrimination suivie par les syndicats ouvriers. Il s'efforcera de détruire les préjugés raciaux qui ont séparé les travailleurs noirs et les travailleurs blancs et les rassemblera en un bloc solide contre les capitalistes qui les exploitent. Le Parti communiste américain devient alors une des seules organisations déségrégées du pays, pour pas dire la première, et crée l'American Negro Labor Congress, désolé pour l'accent, pour organiser les travailleurs noirs exclus des syndicats. Cette lutte, pourtant dure et isolée du reste du mouvement ouvrier pour la construction d'un syndicalisme d'industrie, rencontre dans les années 30 un succès important. Le nombre de Noirs syndiqués, il passe de 100 000 en 1935 à 500 000 en 1940. Et le Parti communiste, il voit le nombre de ses militants noirs passer de 200 à 7 000, soit plus de 9% de ses militants. Cette percée dans la classe ouvrière noire, elle s'explique par une politique syndicale offensive, mais aussi par le recrutement d'un petit nombre de cadres noirs issus de l'African Blood Brotherhood, qui ont joué un rôle crucial dans l'extension de la politique du Parti communiste américain. Suite à une scission de leur organisation, autour de la question du nationalisme noir, mais bon, c'est pas le sujet là, t'as une part de leurs cadres, de leurs dirigeants, qui rejoint le Parti communiste, séduit par les efforts du parti pour organiser les travailleurs noirs. Gagnés aux idées marxistes, ils vont être l'avant-garde de luttes audacieuses et de démonstrations importantes, notamment en organisant des luttes, certaines armées, pour le logement, contre les expulsions, contre la terreur policière, contre la ségrégation, contre les lynchages. La plus célèbre de ces luttes, c'est la campagne pour la libération des Scottsboro Boys, qui sont 9 jeunes noirs, âgés entre 13 et 21 ans, qui sont accusés à tort du viol de 2 femmes blanches et qui sont condamnés à mort sans aucune preuve, ni de leur implication, ni de l'existence même de ce viol. Le Parti communiste américain, il mène alors une campagne internationale pour leur libération, qui va durer durant plusieurs années. Il organise des manifestations qui au début font figure un peu de démonstration qu'un parti, qui est composé très majoritairement de blancs, il est prêt à défendre les noirs, avec ces derniers qui au début sont sceptiques sur cette manière de faire. Le Parti communiste, il persiste, et en fait il a raison de le faire. Il y a une manifestation dans Harlem, qui est composée au début d'une centaine de communistes blancs, qui s'affrontent à la répression, qui prennent les premiers coups, qui bravent les interdictions, et qui finalement
et rejoint par plus de 3000 travailleurs noirs d'Harlem. À force d'implication militante et à la faveur des premières victoires juridiques qui prouvent la pertinence de la pression de masse sur les tribunaux, en fait, les travailleurs noirs, ils rejoignent la lutte pour les Scottsboro Boys, et en fait, ils en font leur propre cause. Et cette lutte, elle devient alors un cri de ralliement contre l'injustice et la preuve que les travailleurs noirs et blancs, ils peuvent s'unir en tant que classe dans la lutte contre le racisme. Cette lutte, elle est menée sur des mots d'ordre clairs, du besoin d'une lutte de masse et d'une unité entre les travailleurs noirs et blancs pour arracher des victoires et des acquis. Et c'est la démonstration de la justesse de la politique des communistes contre l'oppression des Noirs. Le Parti communiste américain, il arrive alors à mettre en place une politique de lutte de classe qui fait ses preuves et qui convainc, tout en le combinant avec des perspectives révolutionnaires. Et c'est ce qui permet d'aboutir à des sections comme celle de l'Alabama, qui est purement interdite par le gouvernement américain, car elle est composée à 90% de Noirs. Ces exemples, ils nous permettent de matérialiser ce que c'est une véritable politique lutte de classe contre le racisme. La démonstration que nos perspectives sont celles qui permettent à la fois la lutte contre l'oppression quotidienne et la fin réelle de cette oppression qui ne se fera pas sans renverser le capitalisme. Et c'est cette conscience d'intérêt commun, la nécessité de se battre ensemble contre toutes les attaques racistes, antisociales et autres que nous on veut pousser partout, dans toutes les luttes, dans toutes les mobilisations. Parce que la nature même du racisme nous laisse pas d'autre choix pour le faire reculer. Il n'y aura pas d'autre choix pour reléguer le racisme à la poubelle de l'histoire que de renverser le capitalisme. Et nous, c'est dans cet objectif-là qu'on milite au NPA, pour construire un parti de militants et de militantes capable de saisir de ces questions à bras-le-corps, capable de proposer des politiques, aussi bien pour faire reculer le racisme aujourd'hui que pour y mettre un terme définitif. C'est pour ça que nous, on cherche à convaincre de nos idées, à recruter des militants, des militantes, à faire progresser partout autour de nous le niveau de conscience de notre classe, sur toutes les questions, du racisme à l'augmentation des salaires, en passant par la Palestine. On veut convaincre que c'est la classe ouvrière qui, elle seule, est capable de renverser le capitalisme et de bâtir une société libérée de l'exploitation et toutes les oppressions. Maintenant, cette politique, la question c'est, on la défend où ? Déjà sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, là où nous on milite, mais aussi dans les explosions de colère qui vont pas manquer à venir, qui arrivent déjà contre les violences policières racistes, comme on a pu le voir récemment après l'assassinat de Naël en 2023. Alors, sur ces questions d'explosion de colère de jeunes contre les violences policières, contre les violences policières racistes, comment est-ce qu'on comprend, du coup, les explosions sociales qu'on a pu voir, alors pas que récemment, mais du côté des banlieues, par exemple, après la mort de Naël. En fait, quel lien aussi il y a entre ça et la colonisation, et l'héritage de cette colonisation plutôt ? Parce qu'en fait, les politiques coloniales de l'État français, elles font pas trop de doute en Martinique, à Mayotte, en Kanaki, en Guadeloupe, etc. Par contre, c'est un peu plus difficile de démontrer qu'il y aurait aujourd'hui une condition coloniale des travailleurs immigrés et de leurs descendants en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poids de l'héritage colonial. En fait, bien sûr qu'il y a un poids, il y en a un dans les pratiques qui ont été importées et organisées par le haut après les décolonisations. Alors là, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ces pratiques ? D'abord, c'est celle de la ségrégation spatiale des travailleurs venus des ex-colonies. Pour beaucoup de leurs enfants aussi derrière. Ça, on le voit particulièrement bien dans les logements quand même. C'est les travailleurs qui étaient parqués dans les bidonvilles de Nanterre ou refoulés dans les HLM. C'est ceux qui étaient soumis à l'arbitraire total des anciens cadres coloniaux dans les foyers de travailleurs immigrés Sonacotra. C'est aussi ceux qui ont été abandonnés aux marchands de sommeil qui sous-louaient des taudis en 3-8, donc c'est-à-dire tu avais 8 heures dans un taudis calé sur tes horaires d'usine. C'est un peu ça, la tête de la ségrégation spatiale et de la ségrégation dans les logements. Mais une autre pratique coloniale qui a été importée après les indépendances, c'est les pratiques de la police, et en particulier de ces corps d'élite comme la BAC. Cette police, elle a quand même été formée dans la répression des prolétaires et dans la répression des colonies. D'ailleurs, elle en retient ses techniques de maintien de l'ordre, et puis elle en retient surtout son sentiment d'impunité, en particulier depuis que le gouvernement français, gauche comprise, a voté les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie. Bon, ce qu'on essaye de toucher du doigt ici, c'est quand même que depuis les indépendances, le racisme, il a continué en fait de servir de levier et de levier puissant pour maintenir toute une partie des travailleurs et puis leurs enfants après eux dans ces conditions de misère.
Le racisme ici, il a aussi pris la forme de l'islamophobie, c'est-à-dire du racisme anti-musulman, qui est en fait sa version modernisée et politiquement plus correcte, qui hérite pas moins des préjugés coloniaux, de tous ces héritages-là, et qui en plus appuie sur un fond anti-pauvre et anti-ouvrier. En fait, c'est en raison de tous ces éléments qu'on met en avant la lutte contre la police dans son ensemble, contre la pauvreté dans son ensemble et contre le racisme dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait ? En fait, c'est déjà poussé pour passer de la dénonciation du racisme d'État et du racisme systémique, et ça, on l'a vu énormément sur des banderoles, sur des pancartes, après la mort de George Floyd, on essayait de passer de ça à la dénonciation de l'État bourgeois, qui est le pilier du capitalisme, raciste du coup par histoire, par besoin politique, et en plus par opportunisme. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait d'avancer la nécessité d'une réorganisation de la société par les travailleurs. Dire ça, c'est pas du tout minimiser la violence du racisme, ni en faire une sorte de bagarre de mots avec les différents groupes décoloniaux ou indigénistes dont Hajar parlait. Par contre, pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce que ces groupes-là, ils proposent de lire les révoltes des jeunes de banlieue comme ceux d'indigènes contre un système colonial. Alors, on n'est pas vraiment d'accord avec eux, mais surtout, on n'est pas d'accord avec la politique. En fait, on veut en proposer une autre. Parce qu'on ne fait pas des indigènes comme des intellectuels, comme Boutelja peuvent les appeler, des sujets politiques en soi, au sens où ils seraient séparés de la lutte des classes. Déjà parce qu'en fait, on n'essentialise pas les groupes sociaux, mais aussi parce que ça nous pose un vrai problème politique derrière de faire ça. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, le manutentionnaire franco-algérien, il devrait se ranger derrière les intérêts son compatriote, peut-être, mais de son compatriote milliardaire, Issad Rebrab. Rebrab qui est par ailleurs le patron des infrastructures Cévital, qui exploite ce manutentionnaire algérien, enfin franco-algérien. Autre exemple de ce même raisonnement, l'aide-soignante noire américaine, elle serait finalement un peu plus proche de Barack Obama que de sa collègue de service. Quand bien même cette collègue de service est blanche. Bon, on caricature ici. Par contre, le but, c'est d'essayer de voir le raisonnement et les problèmes qu'il pose, même quand on prétend qu'il est radical. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une perspective qui mène à des impasses, y compris des impasses sur le terrain de la lutte contre le racisme, quoi. Parce qu'elles en font un combat séparé du combat pour l'émancipation générale des exploités et des opprimés. Au contraire, en fait, bien sûr qu'il faut porter une politique antiraciste auprès de la classe ouvrière, mais il faut la porter auprès de la classe ouvrière dans son ensemble. Et ça veut dire quand même s'adresser à des travailleurs qui, sous bien des aspects, et vraiment ils sont nombreux, sont imbibés de racisme, sont imbibés de nationalisme, parce que c'est ce que la société capitaliste, elle charrie au quotidien autour d'eux. Alors, faire ça, c'est aussi tenter d'organiser la fraction la plus combative et la plus consciente de ces travailleurs pour entraîner avec eux toute la classe ouvrière. En poussant donc pour faire de la lutte contre le racisme à la fois le programme et le combat de tous les travailleurs, et pas juste d'une minorité aussi première concernée soit-elle. Mais quand on dit ça, c'est pas juste un truc un peu abstrait sur lequel on n'aurait pas d'exemple. Pour en prendre un, en 2011, en Grande-Bretagne, il y a les banlieues anglaises qui s'embrasent contre un meurtre raciste de la police. Les jeunes, ils se mobilisent, ils sont pour beaucoup d'entre eux pauvres, fils de chômeurs, fils d'ouvriers. Et en fait, vu qu'on a les statistiques ethniques en Angleterre, pour beaucoup, ils sont blancs. Alors, de même, dans les petites villes du Nebraska en 2020, il y a plein de jeunes qui défilent derrière le mot d'ordre, donc Black Lives Matter. Et en fait, dans ces petites villes du Nebraska, 95% d'entre eux, ils sont blancs. Quand on dit ça, déjà, ça met à mal l'argumentaire réactionnaire d'un Ruffin qui prétend distinguer entre quartier arabe et campagne prolo-blanche. Mais surtout, ça nous montre que, oui, la classe ouvrière, elle est diverse. Elle a pris des aspects très différents selon l'histoire. Mais quand une fraction d'elle-même se met en mouvement, elle peut entraîner à sa suite beaucoup d'autres. Et ça aussi quand elle se bat spécifiquement contre la question du racisme. Pourquoi ? Parce que quand bien même les travailleurs ils subissent pas du tout uniformément les mêmes oppressions, ils ont quand même des intérêts communs à relever la tête et à lutter contre l'arbitraire du patron, contre l'arbitraire du keuf, contre le chômage, contre la misère. En ce sens, c'est pas juste la violence raciste qui a fait sortir des milliers de jeunes dans la rue en 2023 après l'assassinat de Naël, ou en 2005 après l'assassinat de Ziad Ebouna, ou en 2020 après George Floyd.
Derrière, c'est des décennies de contrats précaires, donc les intérims, les CDD, les temps partiels, tout ça pour toucher un petit bout du SMIC qui est lui-même insuffisant pour remplir le caddie. C'est aussi derrière l'impunité de la police au quotidien et les humiliations qui tombent, les coupes dans les budgets de l'éducation, de la santé, du logement qui se multiplient, et puis toutes ces discriminations à l'embauche, et puis aussi l'enfermement dans des cités où c'est à moitié des ghettos, où en gros les seules perspectives, quand bien même t'es diplômé et que t'as galéré pour l'être, c'est ou bien la précarité, ou bien les faux raccourcis qu'on te propose qui sont ceux du banditisme et qui sont pas moins en fait intégrés au système capitaliste. Donc ces révoltes de jeunes qui sont bien légitimes contre la violence policière raciste, c'est des violences de jeunes frappés par le racisme, certes. C'est aussi des révoltes de jeunes frappés par le racisme. C'est aussi des révoltes de jeunes qui sont issus de la classe ouvrière, y compris de sa partie la plus pauvre, et qui vont, pour beaucoup, en rejoindre les rangs ensuite. Alors, d'ailleurs, le mouvement ouvrier, et on va un peu finir là-dessus, il aurait bien des choses à offrir à ces révoltes tâtonnantes de la jeunesse prolo, en expérience de lutte, en conscience de qui sont les vrais ennemis, en moyens aussi pour arracher des victoires. Et ça, on peut le voir par exemple comme ces ouvriers spécialisés de l'industrie automobile dans les années 70, qui étaient très souvent des ouvriers immigrés, qui animaient des grèves derrière le slogan « Ouvriers français immigrés, même patron, même combat ». Ils le faisaient alors avec la syndicat si possible, par-dessus la tête des syndicats autrement, parce que c'est bien là aussi l'une des conditions pour pouvoir offrir des perspectives aux jeunes, c'est d'en faire sa politique. Et c'est aussi de livrer des combats aussi déterminés que tous ces jeunes dans les hôpitaux, dans les transports, dans les usines, où bien souvent en plus c'est les parents de ces jeunes qui travaillent. Et c'est quoi ces combats ? C'est des luttes pour l'égalité salariale à la hausse, c'est des luttes pour l'embauche des intérimaires, pour l'interdiction des licenciements et de tous les emplois précaires. Et tous ces combats, c'est ça où ça commence un peu à faire des liens, c'est que ces combats ils sont aussi cruciaux pour remettre en cause le pouvoir du patronat à tout décider, dans les boîtes comme ailleurs, y compris en s'appuyant sur les scories racistes. Et en fait, il est assez difficile d'imaginer qu'on puisse arracher des victoires sur ce terrain sans un mouvement d'ensemble des travailleurs qui, du coup, irait bousculer d'autres fractions de la population, irait aussi bousculer le poids des idées racistes et réactionnaires jusque dans la tête des travailleurs. Une fois qu'on a dit ça, ça règle pas tout, ces combats. D'ailleurs, ça empêcherait même pas un possible vent de réaction qui irait contre. Mais par contre, c'est des combats qui sont nécessaires pour les exploiter. Pour se regrouper et pour se battre ensemble, en gros, pour leurs intérêts communs. Ça veut dire aussi éprouver leur force collective sur le terrain de classe qu'ils partagent. Et en fait, c'est le terrain de la classe auquel ils appartiennent. C'est par là aussi qu'ils peuvent faire résonner leurs revendications dans d'autres têtes et puis proposer une politique contre le racisme à l'ensemble de la société. Déjà à eux-mêmes, mais en fait à tous les opprimés, tous ceux qui sont victimes des violences racistes et qui ne sont pas forcément des prolétaires. Par contre, ça, ils peuvent le faire avec leurs armes, avec leurs méthodes de lutte propres et derrière leurs intérêts. Et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent ouvrir bien d'autres possibilités de lutte derrière. En ce sens, ils seraient beaucoup plus forts et ça serait d'autant plus, alors pas facile, mais en tout cas peut-être faisable s'il y avait des militants organisés pour le porter comme perspective, ce qu'on propose quand même à tout le monde à terme ici de devenir à nos côtés.